Edge, hein, Internet Explorer. Idéalement, munissez-vous d'écouteurs, c'est toujours plus agréable que d'écouter sur un son PC où le son est généralement un petit peu dégradé. Et bien entendu, rappel encore une fois, la connexion Internet étant très dépendante de la qualité du web séminaire, essayez de vous connecter en filaire ou alors, si vous avez la 4G, utilisez la 4G. Si jamais vous avez quand même des problèmes techniques sur le web séminaire, ce n'est pas très grave puisqu'en fait nous enregistrons ce web séminaire actuellement et vous pourrez voir le replay et ainsi que vous pourrez récupérer les slides. Alors, je vous propose maintenant sans plus attendre de commencer ce web séminaire où on va vous présenter 9 stratégies pour booster la productivité de votre service client. Alors aujourd'hui, j'ai la chance en fait d'être accompagné par 2 experts. Donc dans ce web séminaire qui va durer à peu près 1 heure, 9h30, 10h30. Donc en fait, vous aurez le plaisir d'être accompagné par Nicolas. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Nicolas Delestrin. Donc, je suis chef de projet. Je travaille chez Locan depuis un peu plus d'1 an maintenant sur le déploiement de projets de centre de contact. Je vais essayer de vous faire part et de partager une partie de mon expérience sur le sujet. D'accord. Alors moi-même, je suis Frédéric Canevette. Hein. Je suis product manager chez Locan et donc je m'occupe des solutions de mobilité et également les solutions de chatbot. On va parler en fait des 2 solutions lors de ce web séminaire, mais on va également vous donner d'autres astuces totalement liées au centre de contact. Autrement, il y a aussi Jean-Michel Jacquelin qui a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des centres d'appel qui va nous rejoindre dans quelques secondes. Et Jean-Michel a vraiment monté de A à Z de nombreux centres de contact, Bouygues Télécom, Orange, Monsanto, etc., etc. Et véritablement, il vous fera part de ses petits conseils et il vous montrera même un cas pratique d'audit de centre de contact où il va vous montrer de A à Z tout ce qu'il a fait pour analyser à la fois l'activité, les flux et justement après avoir un système de recommandations et de préconisations à mettre en place. Donc comment va se dérouler le web séminaire? Ça va être très simple. On va faire une petite première partie sur la présentation de Locan. Qui sommes-nous hein, et pourquoi nous vous parlons ce matin d'optimisation du service client. Et ensuite, on va passer à 9 stratégies pour optimiser votre activité et optimiser votre service client. Donc à peu près quasiment 1 heure. À la fin, nous vous donnerons un plan d'action concret à mettre en place avec ce que vous pourrez faire dès demain pour améliorer l'efficacité de votre service client. Nous finirons par la session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. Hein, vous pouvez les poser dès maintenant et on se fera un plaisir donc d'y répondre. Si c'est simple, en cours de session. Si c'est des questions un petit peu compliquées, on le fera plutôt à la fin de la session. Donc n'hésitez pas, il y a un acronyme que vous ne connaissez pas, il y a une technique que vous ne connaissez pas, vous voulez avoir des précisions, etc. etc. Posez-nous vos questions. Si jamais aussi vous avez des questions sur certains secteurs d'activité, vous dites tiens moi je suis dans tel secteur d'activité, est-ce que vous auriez des préconisations? N'hésitez pas aussi à dire tiens voilà mon secteur c'est ça, j'aimerais avoir telle question sur, enfin j'aimerais poser telle question sur telle chose. Et en fait nos 2 experts, Nicolas et Jean-Michel, seront là pour vous aider. Donc n'hésitez pas, on est vraiment là pour vous et à votre disposition ce matin. Alors avant en fait de passer à la présentation, comme je vous le disais, je vais vous présenter rapidement Eloquent. Donc Eloquent est expert de la relation client depuis 2001, hein, donc ça fait déjà près de 17 ans qu'on est présent sur le marché. Notre objectif et notre mission, c'est de vous aider à optimiser de manière globale votre service client. En effet, on propose à la fois une offre, ce qu'on appelle nous, de dialogue et d'écoute, puisqu'on se dit que lorsqu'on veut avoir une bonne relation avec ce client, il faut savoir écouter, il faut savoir parler au bon moment. Et donc, en fait, notre première partie, notre pilier, en fait, c'est le dialogue. Le dialogue, c'est l'échange avec les clients, avec en particulier tout ce qui est services vocaux, les chatbots, le chat, le self-service, la mise en place d'un centre de contact multicanaux hein, qui va fonctionner à la fois téléphone, email, etc. Nous avons également une activité de consulting, c'est quelque chose qui est très fort chez nous, c'est qu'on est vraiment là en accompagnement et Nicolas peut le confirmer puisqu'il est tous les jours, toutes les semaines en contact avec nos clients pour suivre les projets, une fois bien sûr qu'ils sont en mode déploiement, mais ensuite après, on a un très fort accompagnement et on propose également des activités de consulting à la fois pour le centre de contact mais également pour les enquêtes de satisfaction. Donc une fois qu'on a dialogué avec son client, il faut aussi l'écouter. L'écouter, ça veut dire mettre en place des enquêtes multicanaux. Ça peut être de l'email, du SMS, du message vocal, etc. De la publication d'avis, des enquêtes collaborateurs, bien sûr une couche d'analyse sémantique et du monitoring du parcours client et de la diffusion de la culture client.
Tout ceci étant bien sûr relié à des solutions CRM et ERP. Alors, je voulais juste vérifier d'abord si vous m'entendez correctement. Je pense que oui, je n'ai pas eu de remarque. Donc, si vous m'entendez bien, laissez-moi un petit message dans le chat. Et comme ça, au moins, ça me permettra de voir que tout se passe bien. Sacha, merci. Parfait. Alors, je fais un petit point sur les récompenses obtenues en 2018. Donc, on est assez fiers d'avoir obtenu pas mal de prix et de récompenses au cours de cette année. Par exemple, la FRC, l'Association française de la relation client, nous a décerné 2 prix cette année. Un premier prix pour un projet qu'on a mené chez Bouygues Télécom Entreprise sur l'expérience collaborateur. Et un deuxième prix lors des 24 heures de la relation client pour notre application Cockpit qui nous a valu le prix de l'innovation digitale. On a également été lauréat des trophées Bref Eco dans le domaine de la relation client et on a également obtenu un CX Award par le magazine Relation Client Mag. Donc voilà, Daniel, Damien, merci de m'avoir envoyé ce petit message. On va pouvoir continuer avec le morceau. Et donc voilà Jean-Michel qui nous a rejoint. Bonjour. Donc Jean-Michel, je t'ai présenté rapidement tout à l'heure, mais si tu veux redire 2 mots sur ton parcours, je pense que ça éclairera beaucoup nos auditeurs. Bonjour à tous. Donc Jean-Michel Jacquelin, j'ai 30 ans d'expérience dans les centres de contact à des fonctions comme directeur de production, directeur qualité et formation. Ces 30 années ont été pour une partie en outsourceur, pour des gros outsourceurs comme Téléperformance, des multimédias ou Webhelp, CC International par exemple. Et l'autre moitié de mon cursus est en fait en consulting pour des centres internes dans les services clients. J'ai mis en place la certification NF345 pour le groupe France Webhelp, et puis en partie pour Bouygues Télécom. Voilà, sinon j'ai créé les services de Monsanto, Orange, SFR, Danone, Cdiscount, Gosport, donc une grosse activité centre de contact et service client. Et aujourd'hui, j'accompagne les clients de Locante qui souhaitent optimiser leur centre de contact. Merci Jean-Michel pour cette présentation vraiment exhaustive. Je vous disais qu'on avait vraiment fait appel à nos meilleurs experts ce matin et c'est vrai que Nicolas et Jean-Michel ont vraiment une très très grande expertise. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, ils sont vraiment à votre disposition ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ce matin? Justement, en fait, nous, ce qu'on a comme philosophie, c'est qu'en fait, l'expérience client se construit comme une pyramide. Il faut des bons basiques, il faut des fondamentaux, parce que si on n'a pas de bonnes fondations, qu'est-ce qui va se passer? Le reste de la pyramide va s'effondrer, on n'arrivera jamais à donner une expérience vraiment client supérieure ou exceptionnelle si on n'a pas des bons fondamentaux. Et donc ce matin, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va voir justement tout ce qui est amélioration de ces fondamentaux, l'optimisation de centres de contact, la joignabilité, la satisfaction au moment de vérité, la résolution au premier appel, etc. Et donc c'est vraiment le focus qu'on va faire aujourd'hui sur cette pyramide et donc sur le bas de la pyramide, comment on va pouvoir donc donner au moins le minimum attendu par les clients. Alors Jean-Michel, justement, tu peux nous donner quelques pistes, puisque toi, tu as fait beaucoup d'optimisation et de mise en place de centres de contact. Comment on commence? Alors, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'enclenche des nouveautés ou est-ce que je me consacre à l'optimisation de l'existant? Ou est-ce que je fais les deux? On voit que les impacts, les choses à étudier, les choses à mettre en place, les choses tout ce qu'on nous voit en optimisation sont quasiment les mêmes. Simplement, il faut déjà faire une photographie de l'existant. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et qu'est-ce que je peux enclencher comme nouveau nouveau canal, méthodologie de croix. Et la première étape, c'est vraiment, excusez-moi, la première étape, c'est vraiment d'avoir la photographie de son centre pour prendre des bonnes décisions, soit en optimisation, soit en nouveauté. Et d'ailleurs, merci pour cette petite présentation. Donc juste après, on vous a passé la première stratégie. Donc la première stratégie, ça va être tout simplement d'aider les conseillers à être plus efficaces grâce à une base de connaissances internes. On a sorti d'abord un premier classique et vous verrez après on vous mettra quelques autres stratégies encore plus évoluées. Mais d'abord, on s'adresse à un fondamental. C'est tout simplement la loi de Pareto. On sait très bien que 80% des sujets techniques, 20% des sujets techniques font 80% des demandes clients. Et à contrario,
les 80% des sujets peu courants vont faire 20% des demandes. Et donc, un des premiers travaux qu'on doit faire avec le centre de contact, c'est justement d'aller aider les conseillers à être plus efficaces sur ces 80% de demandes qui sont récurrentes, donc les former régulièrement. Et sur les 20% de demandes qui sont vraiment peu récurrentes, il faut les aider à y répondre de manière beaucoup plus complète et beaucoup plus efficace. Et ça, Jean-Michel, ça peut être la base de connaissances agent. Oui, la base de connaissances agent, c'est fondamental. Fondamental pourquoi? Parce que effectivement, 80% des demandes sont résumées, enfin 80% des sujets sont résumés dans 20% des 80% des demandes contiennent 20% des sujets. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vraiment faire un focus sur l'utile. L'utile, là où l'agent va être le plus pertinent. Donc on va se concentrer au départ sur la formation sur les 20% de ces demandes types. Et puis après ça, il faut avoir accès aux informations qu'on n'utilise pas souvent. Donc la base de connaissances est vraiment faite pour ça. Hein. La base de connaissances, c'est une base de connaissances agent, mais c'est aussi une base de connaissances sur tous les canaux, que ce soit du retail aussi. Donc il faut vraiment une harmonisation de l'information qui est vue dans la base de connaissances, ce qui va permettre la pertinence des réponses, pour trouver la bonne réponse au bon sujet, et en plus de ça, sur tous les acteurs qui utilisent cette base de connaissances, avoir la même réponse, que ce soit au téléphone, au mail ou en retail. Donc, ça permet aussi de mettre dans la base de connaissances les process, les processus à suivre, les manuels. Donc on peut consulter aussi, par exemple, lorsqu'il y a des chutes d'appel, des creux d'appel. Donc, la base de connaissances, il faut la construire. Le mieux, c'est d'impliquer, avec le responsable métier, c'est d'impliquer les agents dans la construction de cette base. Ça, c'est fondamental parce qu'ils vont se l'approprier. Ça va être pour eux, ils vont vraiment voir ça comme un outil. Il faut créer des réponses qui sont préformatées en fonction des canaux, parce qu'on ne parle pas de la même façon que l'on écrit. En chat, c'est pareil. Hein. La base de connaissances permet aussi, par exemple, pour le mail, d'utiliser des réponses types. Donc, sans faute d'orthographe, sans erreur, et après ça, une personnalisation de la réponse. Et au fur et à mesure, une fois qu'elle est créée, il faut l'enrichir. Et il faut l'enrichir, il faut mettre en place des procédures de validation, c'est-à-dire qu'il y a une force de proposition de la part du front, et une procédure de validation qui dit, OK, cette réponse-là, elle est maintenant dans la base de connaissances. Par exemple, ici, vous avez ce que confie une base de connaissances. Là, c'est vraiment la réponse type. Vous avez le corps du message. Vous avez une vue qui est faite justement par un port de ce corps du message qui est une réponse type de la base de connaissances, avec vraiment tout le graphisme qui va avec. Alors, je crois que tu as un petit cas pratique à nous donner un exemple. Les entreprises qui sont vraiment des très gros consommateurs de base de connaissances sont les entreprises des assurances. Parce que la loi est tellement complexe, les procédures sont tellement complexes, qu'avant de pouvoir mémoriser l'ensemble des procédures, que ce soit pour la gestion d'un sinistre, ou que ce soit pour la gestion des contrats, les devis, là les procédures, une erreur a un impact majeur. Donc là, c'est vraiment l'utilisation de la base de connaissances interne qui est segmentée par l'activité de l'entreprise et qui répond spécifiquement aux besoins de chaque agent dans le département dans lequel il est. On arrive à quoi? On arrive à avoir un traitement qui est fiabilisé, c'est-à-dire que le process est bien respecté, on est certain de ça. En plus de ça, comme toutes les réponses sont apportées, on a une maîtrise de la durée moyenne de traitement, soit elle diminue, soit on la maîtrise complètement, et vous allez augmenter la joignabilité. Alors Jean-Michel, tu as une question, je pense qui est importante, tu verras, une petite définition. Qu'est-ce que ça veut dire DMT? DMT? DMT, oui. Durée moyenne de traitement. Durée moyenne de traitement. Par exemple, si on prend le canal de la voix, à partir du moment où l'appel est arrivé, le SVI, l'appelant a fait un choix, et il est routé vers l'équipe ou l'agent qui a les compétences pour traiter. À partir du moment où l'agent décroche, on est en réception d'appel, là commence la DMT. À partir du moment où il y a un raccroché, que ce soit de l'agent ou que ce soit du client, là se termine la DMC, durée moyenne de communication.
Et puis vient se rajouter l'administratif que l'on a à faire, des documents à remplir, et là ce qu'on appelle le post-appel ou le wrap-up, ça a plusieurs noms. Donc l'appel est bien terminé, mais il n'est pas fini de traiter, il y a encore l'administratif à faire. L'administratif est fini, donc on a la DMC, plus le post-appel, ça fait la durée moyenne de traitement, et ça, c'est un indicateur majeur, parce que ça permet de dimensionner l'équipe, le centre, et d'améliorer l'orientabilité quand on maîtrise la DMT. Merci pour cette définition très complète. On va justement un petit peu parler de ça dans les slides et les stratégies qui vont suivre. La stratégie numéro 2 consiste à désengorger le centre de contact des demandes simples et personnalisées. Pour cela, en fait, on va avoir une première stratégie qui est tout simplement de faire appel aux bots, puisqu'en fait, on s'aperçoit que 72% des gens préfèrent résoudre eux-mêmes leurs problèmes plutôt que faire appel au service client. C'est une étude qui a été menée par Salesforce il y a quelques temps de cela. Et c'est vrai que de plus en plus, les gens se disent, attendez, je vais trouver peut-être ma solution moi-même avant d'aller appeler au téléphone quelqu'un, devoir patienter, etc. Et justement, quand on fait un focus sur les chatbots, on voit qu'en 2018, 9% déjà des consommateurs ont utilisé un chatbot et 78% d'entre eux pensent que c'est justement une bonne chose. Donc le chatbot peut être un des moyens d'aller automatiser et faire gagner en productivité, en efficacité son centre de contact et son service client. Je vous ai mis ici un tout petit exemple qui est certes un peu caricatural, mais ça vous montre un petit peu ce qu'il est possible de faire avec un bot ou un SVI, parce que là, bien sûr, Nicolas va nous parler tout à l'heure du SVI. Donc en fait, on part d'un cas simple, un service client qui gère à peu près 1000 demandes par jour, que ce soit des demandes par mail, par téléphone, par réseaux sociaux, etc., avec des traitements qui sont faits par des conseillers. Dans ces 1000 demandes, on peut bien sûr les dispatcher entre différents niveaux. Les demandes 1 qui sont vraiment très simples, répétitives. Par exemple, j'ai perdu mon mot de passe, quel est mon solde bancaire, etc., etc. Les niveaux 2, c'est des demandes un peu plus complexes. Est-ce que mon colis est arrivé? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de suivi? Et les demandes niveau 3 et 4, c'est vraiment les problématiques qui sont très complexes qu'on ne peut pas résoudre de manière simple avec un simple clic de bouton. Et si on arrive à donner ne serait-ce que 300 des 1000 demandes à un bot ou un SVI, par exemple, on verra tout à l'heure, des mots de passe, des suites de commandes, etc., etc. À ce moment-là, en fait, les conseillers n'ont plus que 700 demandes à gérer, avec certes des temps de traitement qui seront un peu plus importants, parce que c'est des questions un peu plus complexes, mais ça leur permet vraiment de se concentrer sur ces questions à valeur ajoutée, et pendant ce temps-là, le bot, lui, va répondre immédiatement, ou le SVI va répondre immédiatement à la demande des clients. Alors vous allez me dire, que vont faire les agents qui sont plus occupés à faire de la prise d'appel, des demandes simples? Et tout simplement, ils vont faire du relationnel, ils vont faire du proactif, et c'est tout ça l'intérêt. C'est-à-dire qu'on va mettre les agents là où il le faut, par exemple faire de l'appel proactif une fois par an pour aller contacter les clients qui n'ont jamais encore appelé leur service client, ou faire du welcome d'onboarding process pour accueillir les nouveaux clients, etc., etc. Donc on va non seulement améliorer les gains de productivité, on va permettre aux clients d'avoir une réponse immédiate, et en plus on va amener de l'humain au bon moment, c'est-à-dire au moment de vérité, ou alors pour renouveler les contrats. Donc voilà, je vous ai mis un petit exemple, et c'est vrai qu'en faisant ça, on peut très facilement réduire les coûts du service client. Alors, la première solution, on en a parlé, c'est le chatbot web. Après, Nicolas vous parlera du SVI. Donc le chatbot web, c'est un chatbot qui se met sur le site internet et qui est intéressant dès que vous avez des demandes récurrentes identiques. Si possible, avec bien sûr un volume important, puisque il faudra entraîner le bot sur cette demande, il faudra lui apprendre à répondre. Et pour les demandes, les tâches simples et répétitives, tout simplement, on va essayer d'apporter aussi un minimum de valeur ajoutée. C'est-à-dire que si c'est juste pour répondre à une question qui est générique pour tout le monde, c'est vrai qu'une FAQ peut être suffisante. L'intérêt du bot, c'est qu'il va pouvoir interroger le client en disant, voilà, vous avez quel produit, vous avez quelle version, vous êtes dans quelle situation, etc., etc. Il va pouvoir poser des questions et échanger avec le client selon un scénario prédéfini. En plus, en fait, le bot va pouvoir se connecter au système d'information et aller récupérer des informations sur le client. Par exemple, le modèle qu'il a déjà. Donc forcément, il n'aura même pas à poser la question. On saura que le client a souscrit à tel contrat, à tel produit ou à tel service, et donc on va lui proposer immédiatement la bonne réponse et la réponse adaptée. La deuxième chose, c'est que le chatbot peut absorber sans aucun souci les pics de demande. Certains de nos clients nous demandent justement d'utiliser un chatbot pour gérer les pics, comme par exemple Noël. Par exemple, les périodes de froid, j'en parlerai juste après, les suivis de commandes ou des choses comme ça à un certain moment donné.
Autrement, l'intérêt du chatbot, c'est également de pouvoir ouvrir un service client 24/24, avec bien sûr une qualité de réponse qui restera sur le niveau 1, comme je le disais, mais qui peut être vraiment intéressant pour une entreprise qui souhaite vraiment répondre à ses clients tout le temps, parce que on sait très bien, hein, les clients souvent, ils travaillent pendant la journée, puis le soir ils rentrent chez eux, c'est là qu'ils parfois ils utilisent le produit, et c'est là qu'ils ont besoin d'aide. Or, le service client, forcément, eux aussi, les personnes sont rentrées chez eux. Donc plutôt d'ouvrir toujours les heures d'ouverture, ça peut être un moyen d'absorber une partie des demandes. Alors, comment ça fonctionne? C'est vraiment très simple. On va tout simplement lister des use cases, c'est-à-dire des cas d'usage, qui ont à la fois du volume. Si on n'a pas assez de volume, ça ne sert à rien de mettre en place un chatbot, puisque il va falloir mettre du temps pour l'entraîner et lui apprendre à répondre à une réponse. Et ensuite, il faut de la personnalisation idéalement, parce que justement, si c'est que des réponses génériques, une FAQ, une foire aux questions, c'est ce qu'on me disait Emeline, le bot, c'est une sorte de FAQ. Non, c'est une FAQ intelligente parce qu'elle va poser des questions, elle va se connecter au système d'information et elle va lancer de l'action. C'est-à-dire que le bot va par exemple dire, vous voulez un rendez-vous, à quelle date, à quelle heure, avec quel médecin, avec quel docteur, et il prendra le rendez-vous et ce rendez-vous sera enregistré dans le système d'information. Donc c'est pas qu'une simple FAQ, c'est quelque chose qui peut réfléchir et qui peut faire de l'action et qui se connecte avec tous vos systèmes d'information. Donc ça c'est la première partie, lister les use cases. Deuxième chose, on va estimer le ROI et la faisabilité. Le ROI, parce que tout simplement, il faut qu'il y ait, comme je disais, un minimum de volume et d'intérêt. Et la deuxième chose, la faisabilité, c'est que le chatbot ne va justement pas être juste une simple FAQ, il va se connecter au système d'information pour avoir des réponses personnalisées liées au CRM, à l'ERP, etc. Et enfin, ce qui est important, c'est définir la visibilité du bot et sa communication pour dire, OK, il va être à tel endroit, pour répondre à tel client. En fait, on va par exemple le faire apparaître que pour certains clients, que à certains moments du cycle de vente, ou alors on va définir que le bot apparaît et ensuite le conseiller prend la main s'il y a jamais un problème, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment tout l'aspect gestion du bot. Alors, je vous ai mis un petit cas pratique très simple. En fait, c'est une entreprise qui est un acteur majeur dans le domaine de l'énergie, du gaz, et en fait, qui nous a demandé de gérer avec le bot tout ce qui est pic de demande. Parce que dans le domaine du gaz, ce qui se passe, c'est que vous avez des périodes de froid, comme là actuellement. D'un coup, il va faire 10 degrés de moins, et c'est là que tout le monde allume son chauffage. Et malheureusement, la cuve de gaz est à un niveau un peu critique, ou alors il n'y a plus de gaz du tout, et à ce moment-là, justement, ils reçoivent des pics d'appels qui sont énormes. Donc actuellement, ils sont obligés de faire appel à des conseillers externes, donc qui sont là pour pallier un petit peu à ce pic de demande qui est très soudain. Mais bien sûr, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut que les personnes soient prêtes, qu'elles soient formées, etc., etc. Et donc, en fait, avec le chatbot, ils vont pouvoir gérer directement depuis l'intranet, enfin l'extranet plutôt, depuis l'extranet client. Les gens peuvent tout simplement avoir un petit bot qui va s'ouvrir de manière conditionnelle. C'est-à-dire que si je suis client grand compte, si je suis client particulier, etc., ça ne sera pas exactement la même chose. Et bien sûr, il me permet de commander du gaz, il me permet de faire mon relevé, etc., etc. Donc, c'est plus qu'une simple FAQ, c'est véritablement un vrai bot et même on peut lui poser des questions et il sera capable de répondre à des questions très simples. Alors, justement, Nicolas, l'autre option à part le chatbot sur le site web, ça peut être le SVI. Alors le SVI Self-Care, effectivement, oui, ça fait partie des options qui peuvent permettre d'absorber les pics de charge et de gérer ces phases de très fort trafic. Alors l'intérêt du SVI Self-Care, c'est que par définition, il permet aux utilisateurs d'obtenir un service à forte valeur ajoutée sans solliciter les agents. Ce qui est gagnant pour tout le monde. Donc quand choisir d'utiliser un SVI Self-Care, essentiellement quand vous avez un fort volume de demandes simples et personnalisées à distribuer par téléphone. Quand vous avez la capacité d'automatiser un certain nombre de processus, alors on pense notamment à des relevés de comptes, à des diffusions de soldes ou de l'envoi de justificatifs, effectivement, ou quand vous avez de l'information contextuelle à diffuser liée à un événementiel particulier, soit une opération marketing, une opération commerciale, ou un événementiel lié à l'actualité ou à votre secteur d'activité. Donc le principe du SVI Self-Care, c'est de permettre à l'utilisateur d'obtenir encore une fois un service et une valeur ajoutée de la part de son entreprise sans solliciter un agent. Pour cela, il va falloir identifier les procédures à automatiser et à self-cariser entre guillemets, mettre en place un SVI. Alors on conseille toujours d'avoir une arborescence simple et de permettre d'avoir un conseiller le plus souvent joignable, donc d'où l'outil de ce self-care qui déleste le centre de contact des appels entre guillemets à faible valeur ajoutée.
Et on peut également penser à interfacer les systèmes utilisés par les agents au système d'information, ce qui permet à la fois de driver les appels de manière plus sécurisée, avec plus de connaissances pour les agents, et à la fois de connecter pour tous ces appels qui sont réalisés en self-care, les SVI au système d'information pour traiter des informations de manière automatisée. Alors, il y a Pascal qui nous dit, qu'entendez-vous par une arborescence simple du SVI? Généralement, c'est 3 niveaux, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. On entend pour les SVI self-care, il ne faut pas passer par un nombre de choix très important. L'idée, c'est d'avoir des catégories avec un nombre assez restreint et une arborescence effectivement simple. Donc, c'est 3 niveaux grand maximum, avec 5 choix par niveau, étant déjà un SVI assez riche. Voilà, donc Nicolas, on a monté pas mal de SVI. Si vous avez d'autres questions sur les SVI, posez-les. On pourra vous donner quelques petites infos à la fin, parce que là, on a quand même pas mal déjà avancé sur le website. Alors justement, tu as un petit cas pratique d'un bel SVI qu'on a mis en place chez un de nos clients. Absolument, un très bel exemple de self-care avec justement un contexte dans le cas d'un client qui est donc Enedis, distributeur d'électricité, en tout cas qui gère le réseau électrique. Donc c'est un cas qui est très parlant et assez pertinent sur la partie self-care, parce que par définition, c'est un client qui va avoir à gérer de l'événementiel et de l'événementiel avec de la gestion de pics d'appel en charge. Donc notamment pendant tous les problèmes météo, les problèmes liés aux intempéries, etc. On observe un pic d'appel assez conséquent et ce pic d'appel doit être adressé de la meilleure manière qui soit par Enedis pour garantir la satisfaction de ses clients. Et une des manières d'adresser ce pic d'appel, c'est justement d'automatiser à la fois l'information des clients via la diffusion de messages génériques d'informations proactives et à la fois de permettre aux clients de déclarer des choses de manière automatisée. Notamment, vous avez la possibilité, lors d'un incident électrique, de déclarer une coupure chez vous via un SVI de manière relativement simple, sans être mis en relation avec un agent et donc sans surcharger le centre de contact. Donc tout ça passe par des serveurs vocaux en self-service, ça passe par l'identification de données clients, donc par exemple la saisie de codes postaux, la saisie de code client ou le relevé de compteurs. Donc ça, on sort un peu de l'événementiel, mais c'est aussi quelque chose qui peut être automatisé et permettre de gérer une grande partie du trafic récurrent de l'entreprise. Et enfin, une des dernières tendances qu'on voit ces dernières années sur cette partie-là, c'est l'utilisation d'applis mobiles pour contacter son centre de contact, puisqu'on est tous de plus en plus utilisateurs des smartphones. Voilà. Et pour vous donner un ordre d'idée, ça permet notamment sur des incidents climatiques de gérer des pics d'appel à environ 250 000 appels par jour, voire même quand on dit par jour, parfois c'est sur quelques heures. Donc voilà, pour information, ce sont des outils très puissants en termes d'automatisation et d'industrialisation de la relation client. Donc voilà, en conclusion de cette stratégie numéro 2, dès que vous avez des gros volumes, des pics, etc., faites appel à un SVI ou un chatbot qui va permettre d'absorber en fait ces demandes-là, ou même si vous n'avez pas de pic, si vous avez des gros volumes de demandes récurrentes, et tout simplement, là, le SVI ou le chatbot sont adaptés. Vous pouvez même optimiser un SVI, ça nous est déjà arrivé d'optimiser des SVI. Alors, stratégie numéro 3, alors là, c'est une stratégie qui va être d'optimiser les flux de demandes, et on va avoir un très bon cas d'école avec Jean-Michel, puisqu'en fait, la réactivité et la joignabilité du service client est vraiment un des critères majeurs. 22% des consommateurs jugent la réactivité du service client comme vraiment le critère majeur de satisfaction. Ils n'aiment pas attendre. Et bien sûr, sur les canaux, il y a différentes normes. Et d'ailleurs, il y a la norme que Jean-Michel a déjà mis en place dans pas mal d'entreprises, NF345, qui indique que par exemple, un appel doit être répondu dans moins de 3 minutes. Un email, c'est entre 4 heures et 24 heures. Le chat, généralement, c'est moins de 2 minutes. Donc, en fait, ces normes-là doivent être importantes et doivent être respectées par le centre de contact pour justement faire en sorte que les clients aient une bonne expérience. Alors, Jean-Michel, tu peux nous dire un petit peu comment l'utiliser, comment ça se passe, et après tu montreras, je crois, un cas pratique avec pas mal de chiffres. Alors, nous chercher à optimiser ces flux d'appels, c'est pas forcément chercher à les réduire, pas du tout. En revanche, qui dit flux, arrivant en sortant, dit traitement. Donc, ce qu'il faut voir, c'est comment on peut optimiser les flux d'appels. Déjà, on peut regarder les différences qu'il y a entre les heures ouvrées et les heures non ouvrées. Par exemple, peut-être que dans le quart d'heure qui suit la fermeture de mon centre de contact, peut-être que là, j'ai un nombre d'appels suffisant qui pourrait me permettre de travailler un quart d'heure de plus et d'obtenir plus de contacts. Ce qui est important aussi dans l'optimisation des flux, c'est qu'il faut voir si le traitement est bien optimisé. Donc on va
On va s'occuper au taux d'occupation des agents, voir s'il est optimal, comment on peut le faire. Il y a des fois aussi où l'abandon dans le SVI est assez élevé, d'où l'importance de faire un bon SVI, et d'où l'importance de l'optimiser aussi. Regardez à chaque fois dans le SVI où les personnes raccrochent, si elles raccrochent bien sûr, hein, où elles raccrochent de façon à pouvoir toujours optimiser le parcours et faire en sorte qu'il soit toujours actif et dans les boucles. Alors comment ça fonctionne? Déjà, on fait un audit du centre de contact. Soit vous avez vous-même tous les documents, tous les KPI, tout ce qui vous permet d'avoir la photographie, soit il faut l'obtenir. Donc dans le slide d'après, voilà. Là, je vais vous montrer un audit qui a réel, hein, d'un client qui existe réellement, donc, qui est un spécialiste du SAV dans le chauffage, particulier, hein, 99% du grand public. Après avoir regardé toutes les statistiques, regardé l'organisation, est allé sur le terrain, regarder, travailler avec les agents, travailler avec les superviseurs, les responsables de centre, on est arrivé à une conclusion, c'est que il y avait énormément d'appels abandonnés. Il y avait des appels perdus qui représentaient plus de 30% des flux d'appels. Donc c'est impossible, il faut absolument améliorer ça. Donc on a fait un focus sur comment faire pour diminuer ces abandons, et on arrive ici à ce qu'on appelle l'arbre de traitement. L'arbre de traitement, on regarde en haut, on a les flux qui entrent. Dans les flux qui entrent, sur la droite, on voit déjà que on perd des appels, on perd 17% des appels en HNO. Et on a vu avec eux que les 17%, c'était vraiment juste à côté des heures de fermeture. Hein. Donc déjà 17% d'appels perdus. Après, on a les appels reçus en HO. Donc dans les appels reçus en HO, on a vu qu'il y avait pratiquement 10% des appels qui étaient perdus dans le SVI. Donc on s'est attelé à savoir pourquoi est-ce qu'ils étaient perdus dans le SVI. Une fois qu'ils sont passés par le SVI, l'appel est présenté. Et là, on a encore 21% d'appels qui sont perdus dans la file d'attente. Pour arriver enfin à un traitement, et où on a une QS de 78%. Une QS, qualité de service, donc c'est appel traité divisé par appel présenté. Et là, vous avez la proportion d'appels qui sont traités. Donc, beaucoup d'appels qui sont perdus, une QS qui est améliorable vu que la NF345 indique 90% de taux de QS comme étant une bonne QS. Donc là, il a fallu bâtir un plan d'action et regarder où on pouvait intervenir pour empêcher ces appels perdus. Dans le slide suivant, on a ici justement un focus qui est fait sur les appels perdus. Donc là, on est remonté sur 5 mois de production. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Non, 6 mois, pardon. 6 mois de production. Et on analyse, mois par mois, les appels reçus et les appels perdus pour voir s'il y a un contexte, soit si c'est conjoncturel ou soit c'est structurel. Là, c'est vraiment important. Et ce qui est assez intéressant, c'est que sur le graphique du bas, on voit que les appels reçus diminuent, mais que à partir de mars, même d'ailleurs à partir de décembre, mais vraiment une amplification qui est à partir de mars, alors que le taux d'appel perdu, lui, il augmente. Donc on voit que ce n'est pas quelque chose qui est conjoncturel, la conjoncture est maîtrisée. En revanche, c'est vraiment structurel. Il y a une organisation différente à penser de façon à pouvoir répondre à ces appels perdus. Donc toujours le focus, hein, cette fois-ci, on va regarder où se situe le plus d'appels perdus. Est-ce que c'est en HNO, est-ce que c'est en abandon dans la SVI, ou est-ce que c'est dans la file d'attente? Donc vraiment cerner les points où on va pouvoir agir. Dans le slide d'après, s'il te plaît. Voilà, toujours un focus qui est fait, encore une fois, sur le poids des jours. C'est-à-dire déterminer quels sont les jours, les lundis, les mardis, les mercredis, où il y a le plus d'appels, où il y a le plus de pics d'appels. Et donc, on détermine ça, on observe tous les jours. Le slide d'après montre que cette fois-ci, ce que l'on va analyser tous les jours, c'est non pas uniquement les appels reçus, mais c'est aussi la qualité de service. Qu'est-ce qui se passe dans la qualité de service? Est-ce qu'elle suit ses courbes? Est-ce que les courbes sont différentes le lundi, le mardi, le mercredi? Et ce qui va nous donner
vraiment une photographie de plan d'action qui commence. Dans le slide d'après, s'il te plaît. Voilà. Donc dans le slide d'après, on a analysé le slide d'avant où étaient les fuites d'appels, où étaient les appels perdus. Là, ce qu'on va voir, c'est vraiment analyser la file d'attente. Et on va voir dans la file d'attente à quel moment les clients raccrochent. Donc on va pouvoir avec ça calculer et mettre en place une chose qu'on a fait pour eux, qui est le rappel sur file d'attente, le callback rappel sur file d'attente. Et donc avec cette analyse-là, on a pu voir qu'il fallait mettre le premier message qui propose de créer un rappel à peu près à 35 secondes. Et après, toutes les 40 secondes, ce message arrive et avec ça, on a fortement diminué la file d'attente. On a organisé pour mettre un flux supplémentaire qui sont les appels sortants, avec un engagement, ça c'est clair. Et, si tu peux, voilà. Parce que qu'est-ce qu'on a vu aussi, c'est que on analyse cette fois-ci les taux de décroché. Et comment ils sont décrochés? Est-ce qu'il y a un décroché direct, c'est-à-dire que l'appelant ne passe pas par une file d'attente, ou est-ce qu'il y a une file d'attente? On voit ici que le taux de décroché direct est de 55%. Ce qui est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt intéressant quand on a de décroché direct. Donc ça veut dire forcément qu'il y a un goulot d'étranglement et que avec 55%, logiquement, on ne devrait pas perdre autant d'appels. Donc ça veut dire que les appels sont concentrés sur quelques heures et quelques jours, et c'est là qu'il faut agir. Tu peux changer. Donc là, on a, alors on va passer assez vite, hein. Là, on a le niveau de service réalisé, donc on voit aussi qu'il y a une progression de niveau de service, hein. Là, c'est important, celui-là, parce que cette fois-ci, on a analysé les flux, on a analysé, maintenant ce qu'on va voir, c'est la vie de l'agent. Qu'est-ce qu'il fait l'agent dans sa journée? Et bien dans ce centre-là, on se rend compte qu'il y a un taux d'occupation, s'il te plaît, un taux d'occupation qui n'est que de 17%. Donc ça veut dire que le téléphone dans les centres internes n'agit que pour 17% du travail de l'agent. Donc ce 17%-là, il faut que ce soit très très optimisé. On voit, donc on a changé, on a passé beaucoup de temps, échangé avec eux, l'organisation, le traitement de rappel, la proposition de rappel en file d'attente, et tout ça s'est amélioré. Tu as le slide d'après? Donc une fois ça a donné donc une recommandation, parce qu'une fois que tout est analysé, eh bien il faut recommander et pas s'arrêter uniquement au constat. Que faire? Et comment prioriser? Donc nous avons mis au point cette matrice d'aide à la décision et qui va nous permettre de planifier le plan de progrès du centre de contact. Donc ici, on a tous les axes d'amélioration qui sont représentés ici. En abscisse, vous avez les gains, donc sur 5 niveaux, 5 étant le plus fort, là où le bénéfice est important. Et de l'autre côté, en ordonnée, vous avez, est-ce que c'est facile à mettre en place autant chez le client que pour nous? Et là, 5 étant très facile. Donc avec cette matrice, on arrive à déterminer que effectivement, là, il y a plus de gains, c'est 5 et 3, pardon. Et là, c'est le callback en file d'attente qui a été mis. On a mis en place les wallboards pour pouvoir piloter. On a formé les managers au pilotage. Voilà. Et puis, on a mis en place cette classification d'appel. Donc là, tout ça est fait, sauf le petit en dessous, là, qui est appel perdu à Chéneau, parce que, encore une fois, c'est une question de contexte. Là, l'entreprise sortait de négociations sur l'annualisation du temps de travail, reprendre des négociations pour gagner les 10 minutes où on pouvait récupérer les appels et pouvoir les traiter, c'était un coût largement pas acceptable pour le moment. Voilà, donc ça, c'est des choses qui vont être mises en place un peu plus tard. Donc, merci Jean-Michel, c'était un exemple d'audit en fait que tu fais auprès de nos clients. Donc voilà, ça vous montre en vrai de vrai ce que l'on peut faire. Alors, on avait un petit cas pratique rapide. Alors, très rapide, mais très intéressant parce que là il s'agit vraiment, en plus de ça, du cœur de l'expertise de Nicolas, qui est le SVI. Solimut, donc c'est une mutuelle qui regroupe des adhérents. En fait, avant, il y avait un numéro et il n'y avait pas de SVI et ça arrivait sur un plateau et tout le monde répondait. Voilà.
Donc globalement, on avait une moyenne à 86% de taux de prise d'appel, donc de taux de QS, on va dire. Avec les SVI, donc l'appelant maintenant a le choix pour dire voilà mon motif d'appel, et la production est organisée selon les compétences pour pouvoir répondre au type d'appel du client. Et donc l'appel est routé sur des équipes spécialisées qui ont l'expertise, qui ont la base de connaissances, qui ont les connaissances, et donc forcément la DMT a été réduite, et donc notre client, c'est notre client qui le dit, donc est passé de 86% à 93% jusqu'à 97%, voire 99% de QS sur certaines campagnes. D'où l'importance d'avoir une bonne organisation des flux, un bon routage, les compétences pour y répondre. Merci Jean-Michel. On peut également parler de l'optimisation des flux d'emails, parce que là on a beaucoup parlé des appels. Absolument, parce que c'est vrai qu'effectivement les axes d'optimisation dépendent également des médias qu'on utilise. Sur la partie mail, on va surtout optimiser dans les cas où on a de gros volumes de demandes, avec des demandes récurrentes et des réponses plutôt simples à adresser. Dans le cas des réponses qui nécessitent des documents joints, dans le cadre où l'utilisation des boîtes mail classiques ne suffit plus à satisfaire et à traiter les demandes clients dans un temps acceptable. On va également l'utiliser dans tout ce qui est réponse à des demandes types, ou en tout cas des demandes relativement fréquentes. Et dans les cas où on a la possibilité de personnaliser la réponse mail à travers la mise en place d'une connexion avec le SI. Alors comment cela fonctionne? Des exemples de mise en place de l'optimisation de flux mail notamment, ça peut être la création de formulaires de préqualification sur un site web. Donc formulaires qui permettent de préqualifier les demandes clients et de les adresser avec efficacité sur les bons services internes de l'entreprise. Un autre exemple d'optimisation des flux mails, ça peut être d'intégrer justement la gestion des mails à sa solution de centre de contact et d'avoir une solution qui permette de traiter à la fois de la voix, à la fois du chat et à la fois des mails pour des mêmes conseillers ou agents. C'est ce que tu mets en place, d'ailleurs on en parlera juste après. Ça fait partie des outils qu'on met en place effectivement régulièrement chez Eloquent. Et puis enfin, un dernier axe d'optimisation, c'est de proposer un routage intelligent des emails, associant le fonctionnement de réponse type, la base de call que Jean-Michel évoquait en début de présentation, avec une optimisation de l'adressage du bon mail à la bonne personne, ce qui permet de faire gagner du temps aux agents, aux conseillers et aux clients. Alors tu peux donner un petit cas pratique? Alors un très bon exemple de tout ça, c'est ce qui est fait dans l'administration française depuis quelques années déjà. Qui est un de nos clients dans l'administration française. Un de nos clients. Tous ne sont pas encore occupés. Absolument. On aimerait bien. Ce n'est pas effectivement le cas pour l'instant. Toujours est-il que l'administration a cette contrainte d'avoir un flux qui, année après année, grandit avec la population française, quelles que soient les thématiques adressées, avec un nombre de conseillers et d'agents à périmètre constant. Donc l'objectif, c'est bien de traiter plus avec moins de ressources dans le temps. Et un cas qu'on a mis en place donc justement avec une grande administration française, c'est des demandes automatisées via le site web en intégrant le traitement automatique et la demande via des formulaires. Ça permet de traiter 10 000 mails par semaine, et pour revenir sur le ratio dont tu parlais tout à l'heure, des 30% sur 1000, ça permet d'éliminer une partie de l'activité des agents sur lesquels ils ont une faible valeur ajoutée, et ainsi de leur permettre d'être concentrés sur une activité à plus forte valeur ajoutée pour leurs clients. Merci pour ce cas pratique. On va passer à la stratégie numéro 4, on est un petit peu en retard. Donc l'objectif, c'est de transférer des canaux chauds vers les canaux froids. Donc tout simplement, Jean-Michel, toi qui es vraiment notre spécialiste depuis 30 ans de centre d'appel, tu nous expliques un petit peu le principe? Oui, c'est assez simple. Là, c'est vraiment les courbes d'autres channels qui sont très connus dans les centres de contact. Donc il faut arriver à analyser quand les pics d'appel se produisent et quand il y a de la disponibilité pour les agents. Et dans cette disponibilité pour les agents, là, on va concentrer leur activité sur autre chose. Ce n'est pas la peine qu'ils restent en disponibilité sur la prise de téléphone s'il n'y a pas de flux. Donc on va justement traiter des emails, où là on a les SLA qui sont un peu différents, puisqu'on a vu qu'un email était entre 4 heures et 24 heures. Donc lui, il peut attendre. En revanche, l'appel, lui, ne peut pas attendre. Donc priorité à l'appel, et quand l'appel redescend, hop, on traite les emails. Vous voyez? Voilà, donc c'est vraiment l'optimisation.
Et ça, c'est pareil au niveau du multicanal. Ce qui est important pour l'agent, c'est aussi d'avoir la possibilité d'avoir une timeline, c'est-à-dire de suivre l'historique de tout ce qui s'est passé avec le client, de toutes les interactions, et surtout multicanal. Donc là, on voit qu'on a un appel entrant, après ça, on a un mail, après ça, et quand on clique sur le mail, hop, le mail apparaît, on voit la teneur, et tout ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de natif chez nous et qui est important pour le multicanal. Alors, toi, Nico, tu voulais nous parler aussi des outils pour lister l'activité de centre de contact, d'autres petites astuces? Alors, une des astuces sur la partie voix, donc la partie voix qui est un canal chaud, hein, donc clairement on ne choisit pas de recevoir des appels et on ne choisit pas le volume d'appels reçus à un instant T sur un centre de contact, on le subit plutôt. Donc l'idée c'est de mettre en place des outils en satellite du centre de contact qui permettent de décaler ces appels entrants sur des créneaux ultérieurs, créneaux sur lesquels on a identifié justement qu'il y avait une baisse d'activité et plus de disponibilité pour les équipes. Donc des outils qui permettent de faire ce genre de choses sont par exemple le formulaire de callback ou des formulaires de prise de rendez-vous. Donc ça on le voit de plus en plus émerger sur les sites web et sur les portails clients des entreprises. Donc ça permet la prise de rendez-vous et d'être rappelé dans une période où les agents par définition sont disponibles. On peut également avoir des messages type messagerie vocale dans le SVI qui permettent à l'appelant sur une période de surcharge de son centre de contact de laisser un message et d'être rappelé par les agents. Et puis on peut également avoir de l'information type message flash, information proactive, qui est diffusée également dans les SVI pour dissuader les appelants dans certains contextes d'aller plus loin dans la démarche et de saturer le centre de contact. Comment cela fonctionne? Il faut commencer par analyser l'activité du centre de contact, identifier les périodes de pic d'appel, comme on l'a vu tout à l'heure sur les charges, et les périodes de creux dans lesquelles vous avez un peu plus de disponibilité et dans lesquelles vous pourriez optimiser votre relation client au sens traiter plus de demandes et mettre en place les dispositifs de délestage pour diminuer le nombre de volumes dans les périodes de pic et délester les appels en conséquence sur les périodes où vous avez peu d'activité. Un très bon exemple de ça, c'est le cas d'une entreprise qui est leader mondial dans la mise à disposition de véhicules de transport autonome. Cette entreprise avait une contrainte de pouvoir être joint à un instant T en permanence par ses clients, et notamment ses clients VIP. Pour garantir le fait que les agents soient joignables, on a mis en place un système, de reconnaissance des VIP au niveau SVI, et de débordement via l'enregistrement d'un message vocal sur une messagerie mail, ce qui permet aux agents étant déjà en communication sur une communication moins importante d'être informés de l'arrivée d'une communication urgente et de rappeler le client au plus tôt. C'est un bon exemple dans lequel effectivement on décale une relation avec un contact d'un canal chaud vers un canal froid en optimisant la qualité de service du centre. Donc c'est toi qui gères ce projet actuellement, et on en reparlera un petit peu tout à l'heure parce qu'on a fait une jolie petite innovation. Alors on arrive à la stratégie numéro 5, ouvrir de nouveaux canaux pour être plus productif. Alors en fait, je vous montre un petit graphique qui est tiré d'une étude faite par Elus, Service Client de l'année, qui montre en fait l'évolution des différents canaux au fil des années. Donc bien entendu, il y a toujours le téléphone, l'email, etc. Et on voit qu'il y a des nouveaux canaux qui arrivent. On a parlé tout à l'heure du chatbot, on a parlé au fait de click-to-call aussi. Donc il y a des canaux comme ça qui sont en augmentation et qui sont intéressants de mettre en place. En particulier le chat, parce que le chat actuellement, 24% des Français ont utilisé un chat en 2018. Donc il y a véritablement un intérêt à le mettre en place. Alors justement, Nico, toi qui as mis des chats souvent en place, tu peux nous donner un petit peu quelques tips et astuces? Alors oui, clairement. Le chat, c'est un canal qui a l'avantage de démultiplier les interactions, mais par contre qui n'est pas forcément adapté à tous les types d'interactions. Donc clairement, le chat est adapté pour des types de demandes simples. On n'aime pas tout savoir expliquer les choses compliquées sous forme de texte. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique en termes d'interface client. Donc pour les choses compliquées, on va privilégier plutôt les appels audio ou une relation directe. Par contre, pour toutes les demandes simples, le chat est adapté. L'objectif, c'est d'avoir des agents qui derrière aient une maîtrise de l'écrit suffisante pour avoir des réponses efficaces et dans un délai qui soit aussi efficace pour le centre de contact. De définir les règles d'engagement du chat, donc dans quel cadre on va décider d'accompagner ses clients à travers une session de chat sur la navigation. Donc ça peut être de l'accompagnement à la commande, ça peut être de l'accompagnement à
à du suivi d'incidents ou des choses comme ça. Et en fonction du périmètre, effectivement, les règles d'engagement ne sont pas les mêmes. On peut parler dans un cas d'un temps passé sur une FAQ, on va considérer qu'au bout d'un certain nombre de minutes, on va proposer de l'aide ou de l'information à l'internaute. Ça peut être un montant de panier pour un site de commande ou de e-commerce. Enfin voilà, il y a tout un tas de critères et là-dessus, on a toute la latitude qu'on veut sur la définition de ces règles d'engagement. Et enfin, ça peut être le fait de préparer des réponses types à réutiliser. Et là, on va rejoindre également les systèmes de chatbot dont parlait tout à l'heure Frédéric dans sa présentation. Alors, un cas pratique. Alors, un cas pratique, effectivement, donc c'est un support technique, donc un de nos clients qui est spécialiste de l'externalisation de solutions de support, et qui, pour améliorer sa QoS, à périmètre d'agents constant, va rajouter ce nouveau média sur l'activité de ses agents pour leur permettre de traiter une partie des demandes. Alors avec l'assistance d'une base de connaissances, et l'idée étant de délester la partie vocale de toutes les demandes simples qui peuvent être traitées de manière triviale sur l'extranet pour optimiser, encore une fois, la satisfaction des clients. Alors là, on a parlé tout à l'heure de ce fameux leader des véhicules autonomes. Tu fais des trucs un petit peu innovants pour eux aussi? Absolument. Ben, on a mis en place récemment un nouveau canal de communication. C'est un petit peu fort dans le sens où ça reste des appels vocaux et qu'on est sur des appels voix, donc c'est toujours un même canal de communication. Par contre, dans le mode de fonctionnement, on met à disposition le centre de contact pour un usager avec un seul clic. Sur le type de ce qu'on voit de plus en plus se faire, les offres des boutons dynamiques à la maison en utilisation entre guillemets dans sa vie personnelle. Ça commence à arriver aussi dans la relation client et en l'occurrence on a mis en place sur ces navettes et véhicules autonomes le principe de pouvoir contacter son centre de contact en cas de problème en un seul clic, de manière totalement simple et triviale pour l'usager. Ce qui est plutôt une expérience client assez intéressante. Donc, je suis dans la voiture, j'appuie sur le bouton et je suis mis en relation par Absolument. le centre de contact. C'est ça. Et si je suis VIP, je passe devant tout le monde. Absolument. Alors la stratégie numéro 6, gérer efficacement des nouveaux canaux de communication. Donc on a déjà vu, on a déjà parlé, il y a des nouveaux canaux qui émergent, qui sont beaucoup plus importants, et Facebook est l'un d'entre eux. Le problème, c'est que nous, on a fait des études sur nos clients, et on voit qu'uniquement moins de 20% des entreprises répondent dans des délais corrects aux demandes de services clients. Ici, vous voyez, on a quasiment les 2/3 de nos clients qui ne répondent pas du tout ou dans les 2-3 jours aux demandes. Là, ici, c'est par exemple 2 ou 3 jours après, il n'y a pas de réponse. Dans la journée, il y a à peine 10% des gens. Et les gens qui répondent dans moins d'une minute ou moins de 5 minutes, c'est à peine 30% des gens. Donc souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des community managers qui n'ont pas accès aux réponses, qui ne sont pas forcément disponibles, ou alors il n'y a pas du tout de community manager. Donc c'est un petit peu ce qu'on avait comme situation auparavant avec le téléphone. Quand il n'y avait pas de SVI, il fallait qu'il y ait des gens derrière. Et tout simplement, avec un bot Facebook, on va pouvoir mettre en place, entre guillemets, le SVI sur Facebook. Alors quand on va l'utiliser? Tout simplement, dès que vous avez plus de 10 000 fans et de nombreuses interactions par jour sur votre page Facebook, dès que votre cible est plutôt jeune et avec des marques qui sont plutôt communautaires, où les gens participent et veulent communiquer, échanger avec la marque. Alors comment ça fonctionne? Tout simplement, vous définissez sur votre page Facebook quelles sont les demandes les plus récurrentes ou quelles sont les demandes auxquelles vous souhaitez en fait répondre sur la page. Ça peut être par exemple du suivi de commandes, ça peut être également des demandes de service client, ça peut être X demandes. Ensuite, vous connectez votre bot à votre page Facebook et donc là, vous aurez donc la possibilité soit d'avoir le bot qui répond, soit d'avoir le community manager qui répond en direct ou en laissant un message. Et ensuite, tout simplement, on enrichit au fur et à mesure le bot et on peut même aller pousser des messages directement et ça, c'est ce qu'on verra un petit peu après. Donc on a fait un cas pratique avec une très grande entreprise qui est leader mondial dans le domaine de la cosmétique grand public et qui tout simplement nous a demandé de l'aide pour lancer une nouvelle gamme de colorants pour les cheveux. Et donc en fait on leur a créé un bot qui était là pour aider les personnes à choisir la bonne coloration selon leur type de cheveux, leurs besoins, etc. etc. Il était également capable de répondre à des demandes de manière naturelle, si par exemple tiens combien ça coûte, où je peux le trouver, etc. etc. Donc au final on a eu plusieurs milliers d'utilisateurs et quasiment 75% de feedback. Donc on voit si on avait dû demander à les conseillers de répondre par mail, par chat ou par téléphone à tous ces éléments-là, ça aurait été impossible. Là, on a vraiment accompagné le lancement et apporté une expérience client vraiment supérieure à nos clients. Alors, on parlera maintenant de la stratégie numéro 7, l'organisation
de l'environnement de travail. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et Jean-Michel, toi qui as une très longue expérience là-dessus, tu peux nous en dire quelques mots. Alors, le centre de contact, c'est depuis quelques années un vrai métier et qui se professionnalise. Il y a des titres professionnels qui existent pour les agents et pour les superviseurs. Donc, on se voit que la majeure partie des agents donc, qui sont en front ont un niveau d'études qui est important. Hein. Ils ont tous entre, minimum c'est Bac plus 2 en moyenne, et on va avoir Bac plus 3, Bac plus 4. Hein. Donc on a vraiment une vraie valeur ajoutée à utiliser au téléphone. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment spécifier les appels à valeur ajoutée au traitement de l'humain. Et on a les salariés pour le faire. Le turnover, bon, il est de 16%, ce qui est un peu fort hein, par rapport à la moyenne. Chez certains outsourceurs, il est largement moins que ça, hein, il est à 7%, 6%. Hein. Donc, il y a, plus vous êtes organisé en région, c'est pareil, donc plus vous avez une capacité de fidéliser vos agents, donc un taux de turnover entre 7 et 8%, on va dire. Donc ça, c'est le métier qui se professionnalise, et dans le slide d'après, on va voir que le métier se professionnalise, mais que le style ne change pas. Donc, on va voir dans le slide d'après, je sais pas, est-ce que tu as changé quelque chose? Encore? Voilà. Donc, on va voir que l'on peut, avec tous ces agents qui sont bien formés, qui ont une bonne culture générale, qui sont spécialisés à Bac plus 3, Bac plus 4, là, il faut leur donner des conditions de travail qui soient optimum. Pendant 7 heures, ils sont assis, donc ils font un bon siège. Hein, rien n'est plus terrible que vous passez 7 heures multipliées par 52 semaines à être mal assis. Vous avez mal au dos, vous avez mal aux épaules, donc forcément l'entretien va mal se passer. Hein. Les casques sans fil, ça c'est important, ça gêne un fil. Le double écran de travail, oui. Le double écran de travail, ce qui est aussi très important parce que les agents ont bien souvent 1, 2, 3 applications différentes et avec des bonnes tailles d'écran. Hein. L'acoustique du plateau, ça c'est fondamental. Les plateaux professionnels faits par les outsourceurs, ça c'est un plateau, il y a 400 agents, il y a moins de bruit que dans une salle de réunion où il y a 10 personnes, vous voyez. Donc il y a vraiment un travail de l'acoustique de plateau à faire, et puis un environnement où on est vraiment bien d'être dans cet univers de travail. Hein. Ça c'est le côté ergonomie. Après ça, il y a surtout former et coacher les conseillers. Hein. Encore une fois, ce qui est important, c'est la connaissance et qui va faire la pertinence des réponses. Donc on va mettre en place des grilles qualité monitoring sur lesquelles on va pouvoir évaluer la qualité des appels, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Hein. On va privilégier la résolution du premier appel, c'est-à-dire vraiment éviter le taux de réitération. Donc on va les former et les accompagner à cette recherche de besoins et à la réponse à apporter. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est assez important, c'est l'analyse sémantique. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'avoir du speech, je parle, tout texte, et donc je transmets, et donc on peut analyser les entretiens aussi qui se passent pour déterminer des opinions, des avis qui soient la teneur de l'entretien, le ressenti de l'entretien. Donc, ergonomie du poste de travail, très important, former et accompagner et coacher les conseillers. Alors, donc maintenant on va passer à la stratégie numéro 8, c'est aider les agents à être plus productifs. Hein. Donc tout simplement, Nicolas, toi qui as une belle expérience là-dedans, tu peux nous dire quelques mots? Oui, effectivement, dans la continuité de l'amélioration du poste de travail, un des deuxièmes axes pour améliorer la productivité des agents, c'est de travailler sur l'outil qu'ils utilisent. Donc surtout quand ça fait un petit moment que vous n'avez pas travaillé sur l'optimisation de votre centre de contact et que ça fait un moment que les choses n'évoluent pas, il est important de faire un audit de l'activité et de l'utilisation qu'on est faite à fréquence assez régulière. L'objectif, c'est de pouvoir éventuellement faire évoluer le paramétrage, proposer des nouvelles interfaces avec des outils métiers type CRM ou ERP pour simplifier et améliorer la qualité des réponses fournies par les agents, mais aussi simplifier leur travail. Parce que c'est quand même un métier qui peut parfois être, avoir une pénibilité assez importante. Et enfin, compléter la solution ou l'étayer avec des satellites de type analyse sémantique ou quality monitoring. Alors l'analyse sémantique, ça consiste
à récupérer effectivement des échantillons audio, à les transformer en texte et à faire de l'analyse de contenu pour aller identifier les tendances de son centre de contact ou des tendances en termes de satisfaction client. Donc ça, c'est hyper important pour avoir une vue pertinente rétroactivement sur son activité. Et le quality monitoring, c'est le fait de s'appuyer sur des compteurs et des benchmarks d'enregistrement audio de conversation pour aller faire de la formation continue, améliorer les façons de fonctionner des agents, leur apprendre à traiter des problématiques diverses et variées sur le centre et optimiser le traitement de leur côté. Alors un cas pratique clairement qui nous a permis d'optimiser et d'aider les agents à être plus productifs, c'est le cas de Rossignol qui a une gestion très saisonnière de ses demandes avec des pics d'appels sur la période hivernale, tout le monde se doute pourquoi. Donc on a permis d'optimiser un peu le traitement qui était fait par les agents, notamment en connectant les solutions des agents à l'outil Salesforce et en remontant les fiches des appelants et donc l'intégralité des commandes et des réservations des appelants sur chaque appel entrant. Ça, plus l'unification du centre d'appel avec différents numéros nationaux et internationaux, on a réussi à les remonter d'une qualité de service à 75% en période de charge jusqu'à une qualité à 90% actuellement. Et puis une petite fierté aussi, c'est un des rares centres de contact que je connais dans lequel plus de 4 langues sont parlées, 4 langues différentes sur le même plateau. Alors ici on a un petit exemple de ce que l'on peut faire avec notre outil. Donc on voit ici qu'on a l'analyse sémantique qui permet d'analyser les emails en temps réel. Et donc le conseiller peut savoir si l'email est plutôt positif, négatif, donc le traiter comme ça avec ce premier critère de filtre. Ou alors le deuxième critère ici avec les petits compteurs, où il peut choisir plutôt de voir les emails qui sont en retard au niveau des garanties de SLA, comme on disait, réponse aux emails dans les 24 heures, etc. etc. La stratégie numéro 9 va être plutôt d'être proactif. Alors proactif, qu'est-ce que c'est? C'est d'analyser en fait les moments de vérité dans le parcours client et de se dire, voilà, où est-ce que je peux améliorer les choses. Par exemple, c'est en cas d'abandon du client dans le process de vente. Ça peut être par exemple on remarque qu'il y a une attrition importante au renouvellement d'abonnement, donc faire du proactif, appel ou justement message. Quand on a des volumes d'appels importants lors de la prise en main et qu'on n'est pas capable de gérer, ou au contraire anticiper en se disant tiens, on sait qu'il y a un problème là-dessus et on veut accompagner le client au départ en disant tiens, on va te coacher, on va te guider pour que le client se dise non, c'est trop dise pas justement c'est trop compliqué, je laisse tomber. On va l'accompagner. Et comment ça fonctionne? On identifie ces moments de vérité, les points noirs dans l'expérience client et le parcours client, et on va engager la conversation de manière proactive. Ça peut être du chat, ça peut être de la FAQ, ça peut être du chatbot, ça peut être énormément d'outils. Je vous donne aussi un exemple qu'on a fait avec ma Météo France. C'est tout simplement en fait un nouveau service qu'on a créé avec eux, un nouveau service avec une nouvelle approche de leur service de météo. En fait, ils voulaient avoir une relation beaucoup plus proche et surtout mobile avec leurs clients, surtout les jeunes générations qui ne vont pas sur Internet et qui utilisent leur smartphone. Et donc, ils ont fait une évolution des services existants de météo avec une ergonomie mobile friendly qui soit dans Facebook, c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir créer sa propre alerte et recevoir tous les jours son alerte météo selon la localisation. Par exemple, moi, j'utilise tous les jours avant d'aller à l'école avec mes enfants, et tout simplement, j'ai ma petite alerte à 8 heures et qui me dit, tiens, est-ce qu'il va pleuvoir, il va faire froid aujourd'hui? Et je sais si je dois leur mettre un manteau, un pull, ou juste une simple veste classique. Donc c'est quelque chose qui permet de consommer de manière totalement différente un service, avec donc des alertes natives sur le smartphone grâce à Messenger, un bot qui permet de répondre, tiens, par exemple, je vais partir en vacances en Bretagne dans 10 jours, est-ce qu'il va faire beau en Bretagne lundi, mardi? Donc ce qui permet de voir un petit peu ce que je vais emmener comme vêtements. Donc voilà, le résultat est vraiment exceptionnel puisqu'on a plusieurs centaines de milliers d'inscrits à ce service-là et ça a permis de donner un coup de neuf et un coup de jeune à un service qui existait pourtant depuis très très longtemps. Voilà. Donc on arrive à la conclusion de ce web séminaire. Merci à tous d'avoir suivi quasiment jusqu'au timing, à 10h35. On a 5 minutes de retard sur le temps idéalement imparti. Donc ce qu'on vous engage à faire dans votre plan d'action, c'est très simple. Cette semaine, faites un audit de votre centre de contact. Alors bien entendu, Jean-Michel est à votre disposition, mais déjà faites un petit point de votre côté et essayez de voir si une de ces 9 pistes d'amélioration, à la fois organisationnelles, logicielles, peuvent avoir un intérêt pour vous à la fois à court, moyen et long terme. D'ici un mois, fixez, comme l'a montré Jean-Michel avec son excellente grille d'analyse, les priorités selon l'impact et la facilité de mise en œuvre.
Et enfin, d'ici 3 mois, hein, intégrer de nouveaux canaux de communication et de nouveaux outils dans la relation client, parce qu'on a vu les solutions de relation client d'il y a 10 ans, bah, c'est pas du tout les mêmes que maintenant. Et Nicolas le précisait très justement, une solution qui n'a pas été optimisée, analysée depuis 3 ans, bah, c'est une solution qui mérite véritablement d'avoir un audit et d'avoir au moins une analyse pour savoir ce qui s'est passé en termes d'organisation, paramétrage, mais également les nouveaux outils que on peut mettre à votre disposition. Alors, je rappellerai bien sûr qu'Eloquent aussi permet donc d'obtenir ces solutions à la fois de manière modulaire, c'est-à-dire qu'on peut acheter juste une brique par exemple de chatbot, une brique de centre de contact, une brique d'analyse sémantique, etc., etc., ou alors de prendre la solution complète. Hein. Donc voilà, on peut vous aider à la fois pour un point, ça peut être de l'audit, un point qui peut être par exemple mettre du chatbot, etc., etc. Donc en conclusion, ce que nous voulons vous dire tous les trois ce matin, hein, c'était que ben voilà, les exigences de vos clients évoluent. Il y a des nouveaux canaux qui sont redemandés et demandés par le client. Parfois, on pense qu'on gère correctement sa relation client, mais en fait, en faisant une analyse chiffrée, comme l'a montré Jean-Michel, ben on a de très très grosses surprises. Et le client, dont tu nous as montré les chiffres tout à l'heure, était lui-même assez surpris de sa qualité et de comment en fait ben, il perdait entre guillemets ses appels. Donc c'est vraiment important de passer aussi d'une notion de prise d'appel, où de toute façon je dois prendre des appels, à une notion d'expérience client, où je vais vraiment répondre aux attentes des clients, de self-service, de réactivité, etc., etc. Donc tout ça pour vous dire que la relation client a évolué et va encore évoluer, et vous devez absolument faire évoluer votre organisation pour toujours être en phase avec vos clients et ce que vous pouvez leur offrir. Et bien entendu, Eloquent est là pour vous accompagner, à la fois en tant que chef de projet, Nicolas qui met en place et suit des dossiers, mais également Jean-Michel qui est là pour vous accompagner sur l'audit. Alors, nous avons à votre disposition plusieurs choses. Hein. Si vous le souhaitez, tout d'abord, vous pouvez télécharger la plaquette de Jean-Michel avec l'audit opérationnel de centre de contact. Ça vous montrera en fait les 4 étapes qui sont mises en place pour faire l'audit, avec le travail de Jean-Michel, le périmètre, etc. Donc vous allez sur le site bit.ly/audit centre de contact. Ou autrement, vous pouvez également télécharger notre checklist chatbot où on liste à peu près une centaine de questions, de points à vérifier avant de mettre en place un chatbot, c'est-à-dire à la fois la partie design, conversation, problématique, mais également tout ce qui est gestion de projet. Avec ça, en fait, vous aurez les clés pour savoir si le bot est intéressant pour vous. Et bien entendu, si vous voulez en savoir plus, encore une fois, on est à votre disposition. On a l'habitude de faire un mini-audit 30 minutes sur le chatbot pour voir si c'est intéressant ou pas. Vous dites, tiens, voilà, j'ai un doute. Est-ce que le chatbot peut m'aider pour mon activité? Est-ce qu'un SVI peut m'aider pour mon activité? Est-ce que je peux optimiser mon centre de contact? Prenez contact avec nous et on sera vraiment heureux de faire un petit point comme ça rapide, 30 minutes de téléphone, où on voit un petit peu où vous en êtes et ce que l'on peut faire. Alors, on va arriver à la session de questions-réponses.